Pour résumer un petit peu la situation négrière de Bordeaux, on peut considérer que la traite a commencé en 1671, qu'elle s'est terminée en 1826, donc vous voyez, ça a duré à peu près 170 ans. Pendant cette période, donc du fin XVIIe au premier quart du XIXe siècle, environ 500 expéditions négrières sont parties de Bordeaux. On considère que chaque expédition négrière a déporté 300 captifs. C'est-à-dire qu'il y a des bateaux qui ont déporté 100 captifs, d'autres 800, en moyenne 300. 300 par 500, ça fait 150 000 Africains qui ont été déportés du continent africain vers les Amériques. Si on considère que pour un captif extrait du continent africain, 3 ou 4 Africains sont morts dans les guerres de razzia à l'intérieur du continent, on peut considérer que 600 000 à 700 000 Africains ont subi les conséquences de la traite négrière faite par Bordeaux. Donc vous voyez, lorsque l'on dit que Bordeaux a été un port négrier mineur, c'est vrai, mais lorsque l'on pense à toutes ces répercussions en termes de démographique, ça fait quand même des chiffres extrêmement importants. Alors, 500 expéditions, 150 000 captifs, ça place Bordeaux au deuxième rang des ports français, à peu près à égalité avec Le Havre et La Rochelle, très loin derrière Nantes. Nantes est le premier port national avec 1800 expéditions, donc vous voyez, 3 fois et demi plus que Bordeaux. Mais on peut encore relativiser en comparant Bordeaux au port britannique, le port de Liverpool étant à lui seul beaucoup plus important que toute la traite française. Alors que la condition servile avait à peu près disparu en Europe, les découvertes maritimes de la Renaissance allaient faire renaître l'esclavage sur une grande échelle dans le Nouveau Monde. Le commerce triangulaire était un système économique permettant l'exploitation à un moindre coût des terres d'Amérique par les pays européens. Les expéditions négrières partaient des ports d'Europe vers les côtes de l'Afrique pour y échanger, à l'abri de nombreux comptoirs commerciaux, des produits manufacturés ou de la pacotille contre des captifs. Les esclaves noirs étaient déportés et vendus aux colons européens des Antilles, d'Amérique ou des îles de l'océan Indien. Ils les faisaient alors travailler de force dans leurs plantations. Les navires négriers retournaient ensuite en Europe avec à leur bord les produits de cette exploitation dont les bénéfices de la vente revenaient aux colons et aux armateurs. En 1815, la traite négrière fut interdite au niveau international. Elle se poursuivit cependant clandestinement durant quelques dizaines d'années. On estime à environ 11 millions le nombre de Noirs déportés, victimes du commerce triangulaire. Au XVIIIe siècle, le commerce français connaît un essor remarquable grâce à l'apport déterminant des colonies. Bordeaux devient le premier port colonial du pays. La ville est alors à l'apogée de son rayonnement et redistribue les produits antillais, fruits du labeur des esclaves dans toute l'Europe. Ces mêmes esclaves dont les visages ornent parfois les murs de la ville sous forme de mascarons, accrochés là comme un témoignage de l'autisme dont a fait preuve le monde à cette époque. Exotisme et aveuglement vont souvent de pair, même au siècle des Lumières. Y a-t-il eu quelqu'un pour discerner parmi les parfums agréables qui s'élevaient des entrepôts et des caves des négociants l'odeur âcre de la sueur et du sang des esclaves? Au XVIIIe siècle, et pour une bonne part au XIXe siècle, l'activité négrière ne pose aucun problème. Ne pose aucun problème, étant donné que le noir n'est pas un être humain, c'est un meuble. Donc on commerce des noirs comme on commerce des marchandises. Donc jusqu'à la Révolution française, on se pose très peu ce problème. Donc les armateurs négriers, les marins négriers, tous ceux qui se livrent au commerce négrier ne sont absolument pas montrés du doigt. La plupart des capitaines négriers ou des amateurs sont des francs-maçons. Il n'y a pas de barrière confessionnelle. On peut trouver un armateur protestant, un capitaine catholique, un investisseur juif. Voilà. Toutes les religions sont mêlées dans le trafic négrier. Voilà. Et donc ça ne pose pas de problème particulier. Si on est un armateur négrier, on n'est pas montré du doigt du tout par la société bordelaise. Baptiste Colbert. Colbert fut le plus grand ministre de Louis XIV. Il dirigea le pays pendant plus de 20 ans, jusqu'à sa mort en 1683.
On lui attribue la paternité d'un texte de loi bien particulier promulgué en 1685, le Code noir. Règlement pour le gouvernement et l'administration de la justice et de la police des îles françaises de l'Amérique, et pour la discipline et le commerce des nègres et esclaves dans le dit pays. Une fois arrivés aux Antilles, les esclaves étaient vendus par lot aux colons dans de véritables marchés. On séparait les maris et les femmes, les amis ou les parents. Les esclaves servaient au fonctionnement d'immenses plantations, véritables univers concentrationnaires où ils étaient logés dans des cases rudimentaires. On leur fournissait le minimum vital en vêtements et en nourriture. Lors de journées interminables en plein soleil, les esclaves devaient travailler dans les champs sans s'arrêter, dans des conditions très difficiles et sous surveillance. Ce travail forcé s'accompagnait souvent de sévices. Le Code noir précisait les mesures à prendre pour la répression des mouvements de colère ou de révolte des esclaves face à ces conditions de vie intolérables. Articles 33 et 34. L'esclave qui aura frappé son maître ou la femme de son maître, la maîtresse ou leurs enfants avec contusion de sang ou au visage, sera puni de mort. Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement punis, même de mort s'il y échait. Les familles de propriétaires utilisaient également des Noirs comme domestiques. Leur vie était moins difficile. Tous les esclaves appartenaient aux colons. Ils étaient considérés à l'égal du bétail ou des objets, rattachés à la plantation et soumis au bon plaisir de leur maître. Article 44. Déclarons les esclaves être meubles, et comme tels ils entrent en la communauté, et non point de suite par hypothèque, et sont partagés également entre les cohéritiers. En cas de décès du propriétaire, un inventaire de la plantation estimait la valeur marchande de chaque esclave. Celle-ci était fixée en fonction du sexe, de l'âge, de la forme physique et des tâches que l'esclave pouvait remplir. L'exploitation sexuelle des esclaves était alors monnaie courante. Des naissances d'enfants métis en résultaient. Ceux-ci étaient malgré tout eux aussi esclaves, à moins d'être affranchis par leur maître, si ceux-ci les reconnaissaient. De nombreux esclaves choisissaient de s'enfuir à l'intérieur des terres et de se réfugier dans la clandestinité. On appelait cela le marronnage. Prémisse de révolte à venir, celui-ci était sévèrement sanctionné. Article 38. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant 1 mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule. Et s'il récidive une autre fois à compter pareillement du jour de la dénonciation, aura le jarret coupé et sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. Et la 3e fois, il sera puni de mort. Il fallut attendre la Révolution pour voir se développer les luttes organisées des esclaves dans les colonies. Ceux-ci étaient alors beaucoup plus nombreux que les Blancs et le rapport de force commençait à basculer. Cela aboutit à la première abolition de l'esclavage en 1791. Néanmoins, le changement de politique fut rapide et lorsque Napoléon rétablit l'esclavage en 1802, le temps était venu de la répression féroce de ces mouvements de révolte. Les pressions internationales et le mouvement abolitionniste français se firent alors de plus en plus pressants. La traite négrière fut déclarée illégale en 1815. Il fallut attendre 1848 pour voir enfin l'esclavage aboli dans les colonies françaises, 15 ans après l'abolition britannique. C'était la fin d'une période sombre de plusieurs siècles.